Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous avons avec nous un invité incroyable, Gerald Pollack. Nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Gerald Pollack, un scientifique renommé et innovateur dans le domaine de la biophysique et de la science de l'eau, basé à l'Université de Washington. Il dirige des recherches sur les principes fondamentaux de la nature, remettant souvent en question les paradigmes scientifiques traditionnels. Le professeur Pollack est le rédacteur en chef et fondateur de Water, la revue de recherche pluridisciplinaire, et le fondateur de la conférence annuelle sur la physique, la chimie et la biologie de l'eau. Ses contributions à la science sont reconnues internationalement et il a reçu de nombreuses récompenses. En tant que fervent défenseur d'une science transformative, le professeur Pollack dirige ses efforts pour réformer le système de financement de la recherche en faisant la promotion des projets à haut risque et à fort potentiel à travers des initiatives comme l'Institut pour la science d'initiative. Le professeur est connu pour sa capacité à expliquer des concepts scientifiques complexes avec clarté et simplicité. Aujourd'hui, nous allons explorer ses découvertes révolutionnaires sur l'eau, sa philosophie unique et leur impact. Bienvenue, professeur Pollack, c'est un honneur de vous avoir avec nous. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous et j'ai hâte. Alors, qu'est-ce qui rend si incroyable cette substance pourtant si familière pour nous tous et qu'est-ce qui, au départ, a attiré votre attention et vous a inspiré à, vous savez, l'étudier plus en profondeur? Alors pendant quelques décennies, j'étais dans un domaine complètement différent. Nous étudions le mécanisme moléculaire de la contraction musculaire et dans cette démarche, j'ai beaucoup appris sur la sociologie et la politique de la science. Le point de vue dominant était que les muscles, la contraction musculaire au niveau moléculaire, fonctionnaient d'une certaine manière. Et cette idée avait été proposée par un scientifique distingué, je devrais dire extrêmement distingué, Sir Andrew Huxley. Et Huxley avait reçu un prix Nobel pour ses travaux précédents. Et je me suis rendu compte, après 2 décennies de recherche dans ce domaine et après avoir défié le grand maître, que la théorie, je ne sais pas trop comment dire ça, mais elle ne correspondait tout simplement pas aux preuves. Et j'ai découvert que les gens dans ce domaine ne s'intéressaient pas tant aux faits. Ils étaient plus intéressés à obtenir l'approbation, à être adoubés par le grand maître. Et donc, j'ai même écrit un livre sur pourquoi la théorie dominante est fausse et ce qui pourrait être une meilleure théorie. Et j'ai constaté que le livre a été acheté par pratiquement tous les chercheurs du domaine, mais je pense qu'aucun d'entre eux ne l'a lu. Je me souviens d'un incident intéressant où je suis entré dans le bureau de l'un de ces chercheurs. Et j'ai remarqué que mon livre était posé sur l'étagère. Et je l'ai fait remarquer. Et il a pris le livre, il l'a ouvert et il a craqué en s'ouvrant, comme s'il ne l'avait jamais ouvert auparavant. Alors j'ai commencé à comprendre la sociologie de la science. Et ça concerne les personnes dominantes. Et les chercheurs dans ce domaine ont tendance à obéir aux figures aussi influentes que lui. Bref, un jour j'ai été invité à une conférence. Cette conférence portait sur un célèbre scientifique hongrois qui était décédé. C'était une conférence commémorative. Et les centres d'intérêt de ce scientifique étaient la contraction musculaire et l'eau. Lui aussi doutait de la théorie de la contraction musculaire. Alors, j'ai été attiré par cette conférence et j'ai fait une présentation et je pense qu'elle a été plutôt bien accueillie. Mais ce qui m'a intrigué, c'est la personne que j'ai rencontrée qui parlait de l'eau à l'intérieur de la cellule. À l'époque, je n'avais aucune connaissance ni aucun intérêt pour l'eau. C'était il y a 25 ans, mais j'ai été captivé. D'abord par la personne en question. Il s'appelait Gilbert Ling, L-I-N-G. Gilbert venait de Chine.
Tu sais, après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement chinois avait décidé d'envoyer certains de leurs chercheurs les plus prometteurs aux États-Unis pour poursuivre leurs études. Et pendant une période de 2 ans, à partir de 1948, ils ont envoyé 4 scientifiques dans les domaines de la physique, de la chimie et de la biologie, et 3 d'entre eux ont reçu le prix Nobel. Le 4e n'a pas reçu de prix Nobel, et je pense que c'est peut-être parce que ses idées étaient trop révolutionnaires. Clairement, il était du même niveau. Je crois qu'il n'a pas reçu de prix Nobel parce que ses idées étaient trop en avance. Et j'ai commencé à comprendre ce qu'il se passe. Les idées révolutionnaires ne sont pas largement acceptées par les gens du domaine. Ils préfèrent leurs propres idées, ou celles qu'ils connaissent déjà. Je vois que tu hoches la tête, tu comprends. Donc j'ai compris ça, mais j'ai été absolument bouleversé par sa présentation. Il disait que l'eau à l'intérieur de la cellule n'est pas comme l'eau liquide. Il disait que c'était plutôt comme un cristal liquide, même s'il n'a pas utilisé ce terme, selon lequel les molécules d'eau sont organisées. Il a utilisé le mot structuré, comme des soldats au garde-à-vous, quelque chose comme ça. Tu vois, chaque molécule d'eau qu'on peut considérer par exemple comme un dipôle, une sorte de petit bâton avec un plus à une extrémité et un moins à l'autre, et ces charges, à cause de ces charges, ces bâtonnets pouvaient facilement s'empiler les uns sur les autres. Et cette idée, au départ, paraissait étrange, pour le dire gentiment. Mais il a présenté des preuves, les unes après les autres, montrant que son idée avait beaucoup de valeur. Eh bien, je suis sorti de cette réunion complètement retourné. Je le suis dit, c'est tellement intéressant. Et en plus de sa présentation, il y avait au moins une demi-douzaine d'autres personnes qui avaient des preuves pour soutenir ce point de vue de Gilbert Ling. Bref, comme je l'ai dit, j'étais bouleversé par cette idée peu commune. Et juste pour me tester moi-même, parce que je me laisse impressionner plus facilement que la moyenne, j'ai donné un de ces livres à quelques-uns de mes étudiants ou post-docs les plus prometteurs. Je leur ai dit, vous savez, lisez-le. Dites-moi ce que vous en pensez. Ils sont revenus vers moi avec des réponses assez similaires. Ils ont dit que c'était une théorie vraiment intéressante et que les preuves présentées dans le livre étaient convaincantes, que ce type tenait vraiment quelque chose. Si lui, il a raison, alors toute la biologie est fausse, parce que toute la biologie repose sur l'idée que dans la cellule, l'eau est simplement de l'eau liquide ordinaire. Et lui, il dit non, ce n'est pas ça, c'est différent, c'est plutôt comme un cristal. Donc, j'étais plein d'enthousiasme et je me suis dit, c'est tellement important. J'avais déjà apporté ma contribution dans le domaine des muscles. J'aimais vraiment ce que je faisais, mais je savais que, peu importe ce qu'on découvre et combien d'expériences on mène, les gens n'y prêteront pas attention. Alors j'étais prêt à changer de domaine, et j'en suis arrivé à la conclusion que, d'abord, je n'avais pas d'argent pour embaucher des gens pour m'aider dans les recherches sur l'eau. Et ça a pris du temps, mais on a fini par s'y mettre. Mais entre-temps, j'ai décidé de faire quelque chose, une sorte d'effort humanitaire. Tu vois, les livres de Gilbert Ling, ils sont profonds, percutants, mais aussi difficiles à lire. Je pense que, si je dois imaginer comment Gilbert Ling écrivait ses nombreux livres, je le vois s'asseoir à son traitement de texte, ou avant ça, sa machine à écrire, taper quelque chose et l'envoyer directement à l'éditeur. Le mot relecture, je pense, ne lui avait jamais traversé l'esprit. Ou peut-être que le mot relecture n'existe même pas en chinois. Je ne sais pas. Donc, j'ai décidé de faire ce que je pouvais. Ce que j'étais prêt à faire, c'était d'écrire un livre. Un livre qui transmettrait les idées de Gilbert Ling d'une manière compréhensible. Et je l'ai fait. Le livre a reçu des avis partagés. Certains disaient « Oh, c'est du Gilbert Ling ». Et tout le monde sait que Gilbert Ling est un cinglé, alors il ne faut pas y prêter attention. À l'autre bout du spectre, un biologiste cellulaire bien connu de Harvard
donc on doit y prêter attention parce que ça vient de l'université Harvard, a dit ceci. Ce livre est une préface de 304 pages à l'avenir de la biologie cellulaire. Celui-là, je l'aimais mieux. Bref, peu après, on a réussi à réunir un peu de financement. Pas facile d'étudier cette idée exceptionnelle, du moins ce que je pensais être une idée exceptionnelle. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et juste pour résumer, on a pu confirmer que l'eau à l'intérieur de la cellule était différente de l'eau liquide ordinaire. Mais on a découvert que l'idée de Gilbert Lang sur les dipôles empilés n'était pas correcte. Et ce qu'on a trouvé au final, je pense que ça a pas mal d'impact. Je t'en parlerai davantage si tu me poses la question. Mais voilà comment j'ai commencé. Magnifique, oui. Merci beaucoup, professeur Pollack. C'est une introduction très intéressante. Et vous savez, pour moi, ce serait vraiment intéressant d'entendre, si vous pouviez, je sais pas, donner une courte description. Qu'est-ce que l'eau? Quelle est ta compréhension actuelle de ce que c'est, cette substance? Eh bien d'accord. Donc ma compréhension actuelle, ou notre compréhension, celle de moi-même et des gens dans mon laboratoire, c'est qu'il existe une chose telle que l'eau liquide ordinaire et elle se compose de molécules qui rebondissent partout de manière aléatoire un nombre effrayant de fois par seconde ou même par femtoseconde. Cela existe certainement. Mais à l'intérieur de la cellule, à l'intérieur d'une cellule saine, l'eau diffère. Alors nos premières expériences n'étaient pas à l'intérieur de la cellule, mais à l'extérieur de la cellule. Nous avons pris une chambre. La chambre était remplie d'eau et de particules ou de microsphères en suspension, de petites sphères. Et dans cette suspension de microsphères dans l'eau, nous avons immergé un peu de gel, un tout petit peu. Alors nous avons mis le gel à l'intérieur et nous avons regardé au microscope. Et ce que nous avons trouvé, c'est que vous n'aviez même pas besoin d'un microscope. En fait, c'était tellement évident que vous pouviez le voir à l'œil nu. Mais nous avons utilisé le microscope. Ce que vous pouviez voir, c'est que dans une zone près de chaque surface du gel, il se passait quelque chose. Cela a pris quelques minutes. Et ce qui se passait, c'est que les microsphères étaient exclues des zones adjacentes au gel. Cela a pris 3 ou 4 minutes. Et cette soi-disant zone d'exclusion, ou EZ pour faire court, facile à retenir, mais pas en Europe, où c'est easy, mais bon, facile. On l'appelle l'eau facile parce qu'elle est exclue. C'était probablement un mauvais terme, parce que cela ne correspond pas à la réalité de ce que cette eau est vraiment. C'est différent. Différent de ce dont Gilbert Lang parlait et différent de ce que tout le monde avait pensé. C'est un autre type d'eau. Et nous avons découvert à travers des expérimentations, en utilisant diverses méthodologies, vous savez, une douzaine ou plus d'approches différentes, chaque mesure que nous avons faite de cette eau différait des mesures de l'eau liquide. Alors, nous avons commencé à l'appeler l'eau de 4e phase, car elle ne se comportait pas comme l'eau liquide. Et donc, en ce moment, nous nous y référons soit comme à l'eau de 4e phase, soit comme à l'eau facile, de manière interchangeable. C'est la même chose. Ainsi donc, c'est juste une introduction, et ce que nous avons trouvé, nous avons commencé à faire toute une série de mesures différentes, et nous avons fait une mesure électrique. Nous soupçonnions naturellement que cette zone où l'eau facile serait neutre, parce que nous avons commencé. Ça commence avec de l'eau liquide ordinaire qui est neutre, alors pourquoi devrait-on... Mais nous, vous savez, j'avais beaucoup d'expérience de travailler avec les microélectrodes, parenthèse inventée par Gilbert Lang, et c'est la même personne qui les insérait dans les cellules. Nous avons donc inséré des électrodes dans cette eau, donc je connaissais les techniques. Et étonnamment, nous avons découvert qu'elle était négativement chargée. Cela n'avait aucun sens, parce que vous commencez avec de l'eau liquide, qui est neutre, et vous vous retrouvez avec quelque chose qui est chargé négativement. Alors, qu'est-ce qui est arrivé aux charges positives? Eh bien, nous avons découvert qu'elles étaient présentes au-delà, juste au-delà de cette eau EZ. Donc, vous avez une EZ négative à côté de l'eau positive.
De l'eau avec des protons ou des ions hydronium. Cela constitue une batterie. Alors nous avons découvert que ce type d'eau ressemble à une batterie. Elle a des charges positives et négatives séparées. C'est un peu comme la première étape de la photosynthèse, qui consiste à séparer les parties positives et négatives de l'eau. Mais dans les plantes, l'énergie vient de la lumière. N'est-ce pas? Donc, à l'époque, nous n'avions pas pensé à cela. Mais nous ne pouvions pas comprendre d'où venait l'énergie. Vous savez, pour charger une batterie. Et vous avez besoin d'énergie. Comme lorsque vous ne chargez pas votre téléphone la nuit, il ne fonctionne pas le matin. Et donc, toute batterie, d'une manière ou d'une autre, a besoin d'être chargée. Et donc, nous nous sommes posé des questions. J'ai passé pas mal de temps, pendant quelques années, à essayer de comprendre d'où venait l'énergie. Et je n'ai pas trouvé. Puis par chance, un jeune étudiant de premier cycle, qui ne savait rien à ce sujet, vous savez, il venait juste de commencer sa carrière universitaire. Et il faisait l'une des expériences similaires à ce que nous venions de décrire. J'ai oublié quelle était exactement sa question, mais il jouait avec ça. Et il a vu, par curiosité ou par ennui, une lampe qui était juste à côté de lui. Une de ces lampes à col de cygne, vous savez, que vous pouvez plier. Et il l'a prise et il l'a dirigée sur la chambre, et la zone qui était éclairée, la zone EZ, a augmenté d'un facteur de 3. Et donc, il m'a appelé. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai dit, « Mon Dieu, si cela peut être répété, il semble qu'il ait enfin trouvé la source d'énergie. » C'était la lumière, comme la première étape de la photosynthèse, vous savez, mais de manière plus générale. Et donc, nous avons commencé à faire de véritables expériences pour découvrir quelles longueurs d'onde de la lumière étaient les plus susceptibles d'en être responsables. Et nous avons découvert que ce n'étaient pas les ultraviolets, ce n'était pas le spectre visible, c'était en réalité la lumière infrarouge. Et beaucoup de gens ne savent pas d'où vient la lumière infrarouge, mais elle vient par exemple du Soleil, dont l'énergie que nous recevons, environ 50% de cette énergie est de l'énergie infrarouge. Et la chaleur que vous ressentez correspond à l'énergie infrarouge. Mais c'est plus que ça. Tout génère en réalité de l'énergie infrarouge. Car si vous éteignez toutes les lumières, par exemple, là où vous êtes assis en ce moment, et que vous ne pouvez rien voir et que votre caméra de téléphone portable ne peut rien capter, si vous sortiez une caméra infrarouge, qui est généralement une caméra, mais avec un capteur de lumière infrarouge au lieu d'un capteur de lumière visible, vous obtiendriez une belle image malgré l'obscurité. Et c'est parce que tout ce qui est dans votre environnement, y compris vous, votre chaise et le mur, génère de l'énergie infrarouge. C'est pourquoi les militaires l'utilisent pour la vision nocturne. Donc, de toute façon, l'infrarouge est partout. Par conséquent, l'énergie dont vous avez besoin pour construire cette eau EZ est abondante. Elle est partout. C'est ainsi que nous avons commencé. Et donc, c'est vraiment vous pourriez dire, si je devais essayer d'indiquer au moins une des utilisations majeures, je dirais, sur cette énergie, c'est que l'eau peut en réalité, dans de bonnes circonstances, être un transducteur qui convertit l'énergie lumineuse en différents types d'énergie, n'est-ce pas? Et cela existe dans vos cellules. Cette eau existe dans vos cellules et la raison pour laquelle vos cellules sont chargées négativement, et ce que je vais dire diffère de l'interprétation standard, la raison pour laquelle vos cellules sont chargées négativement, c'est qu'elles sont remplies d'eau EZ négativement chargée. Très simple. Donc, et c'est la source d'énergie. Wow, c'est fascinant. Et la manière dont vous en parlez, c'est vraiment intéressant à écouter, même pour quelqu'un qui n'avait aucune idée de ses propriétés et qualités de l'eau. Donc, nous savons que dans l'une de vos présentations, vous avez mentionné les propriétés collectives de l'eau, et que l'eau ne devrait pas être considérée comme des molécules séparées. Pourriez-vous expliquer pourquoi, et quel est le rôle des liaisons hydrogènes? Eh bien, ce ne devrait pas être le cas. L'eau liquide ordinaire peut être considérée comme une collection de molécules individuelles. Chaque molécule est, largement indépendante des autres.
Elles forment des liaisons hydrogènes, mais fondamentalement, elles sont plus ou moins indépendantes, parce qu'elles sont orientées de manière aléatoire, et elles fluctuent. Elles se déplacent, elles se heurtent entre elles à un taux élevé, très élevé. Il serait facile de les considérer comme des molécules indépendantes, bien que, comme vous le soulignez, elles forment des liaisons hydrogènes. Maintenant, l'OEZ est complètement différente. Elle forme une masse semi-solide, de haute viscosité. La viscosité est élevée parce que les molécules sont en fait bien collées les unes aux autres. Et la manière dont elles se collent les unes aux autres, c'est qu'à côté des surfaces solides, près desquelles elles se forment couche par couche. Et donc, cette surface était capable de nucléer ce changement de l'eau liquide ordinaire vers l'OEZ. Et la structure de l'OEZ que nous avons trouvée est une structure en nid d'abeille. Et cela est cohérent avec les résultats de diffraction des rayons X. Et puis cette première couche, qui est hexagonale, sert de modèle pour la croissance de la deuxième couche, qui est identique à la première, et ainsi de suite. Et ces couches se construisent, et elles collent les unes aux autres, du moins de manière moins serrée maintenant. Non pas par des liaisons hydrogènes, mais par des liaisons électrostatiques. Nous avons découvert que le nombre de ces couches peut croître jusqu'à des centaines de milliers. Et vous pouvez les voir à l'œil nu. Vous pouvez voir cette zone. C'est ainsi parce que ces couches adhèrent les unes aux autres. Les liaisons moléculaires sont extrêmement importantes, sinon elles ne colleraient pas les unes aux autres. Alors, si vous contrastez cette structure avec la structure de l'eau liquide, elles sont complètement différentes. Et en fait, la structure chimique de celle-ci n'est plus H2O, c'est H3O2. Maintenant, si c'était H2O, cela ne correspondrait pas aux preuves, car les preuves montrent qu'elle est chargée négativement. Et H2O n'est pas chargé négativement. Il est neutre. Donc, ce ne peut plus être H2O. Elle a donc subi une transition chimique, vous pourriez dire une transition chimico-physique, vers quelque chose qui est très bien lié. Une couche est très bien liée à la suivante. Donc, en réponse à votre question, voilà comment nous voyons la structure. Et si vous me le permettez, je voudrais peut-être approfondir un point. Maintenant, ces feuilles hexagonales sont empilées les unes sur les autres, et elles sont en fait décalées de la moitié d'un hexagone, les unes par rapport aux autres. Donc, vous avez une couche, et la couche suivante sera légèrement décalée, et la suivante également légèrement décalée. Et ce que cela signifie, c'est que ces trous, ces hexagones, sont alignés. Si vous voulez traverser un réseau comme celui-là, vous devez être vraiment mince. C'est très difficile d'y pénétrer, et c'est crucial. Pourquoi est-ce crucial? C'est crucial parce que, je parlais de la batterie, où vous avez le Z chargé négativement à côté des charges positives. Donc, vous avez une batterie, et nous avons en fait une preuve de principe. On peut tirer un courant de cette batterie. Mais ces charges positives ne veulent pas être séparées de l'ES négatif. Les charges positives veulent immédiatement se recombiner, n'est-ce pas? Vous avez du négatif et du positif. Tout ce qu'ils veulent, c'est se réunir, comme un homme et une femme, ou quelque chose dans ce genre. Ils veulent se retrouver. Et normalement, ils le feraient. Il est vraiment difficile de les séparer. Cependant, les charges positives, qui sont en réalité des protons liés à l'eau ou des ions hydronium, sont trop grosses pour passer à travers ces trous, et donc elles restent séparées. Et c'est un concept vraiment important, car sinon, vous n'auriez jamais de séparation entre les charges positives et négatives. Elles voudraient toujours se recombiner instantanément. Donc c'est une caractéristique essentielle. Enfin bref, je crois que j'ai répondu à plus que ce que vous aviez demandé. Oui, c'est extrêmement important et intéressant. Merci beaucoup. Oui, merci infiniment. C'est une explication vraiment intéressante. Vous savez, je comprends que vous parliez de l'eau ordinaire et de ces zones d'exclusion, cette quatrième phase de l'eau.
Mais vous savez, quand nous avons commencé à étudier l'océan, c'était assez fascinant de voir comment il est structuré et organisé. Et j'ai vraiment été surprise d'apprendre que la majeure partie de l'eau de l'océan est à 4 degrés Celsius. Donc, en profondeur, l'eau est essentiellement à 4 degrés Celsius. Et j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Et nous savons que c'est à cette température que l'eau atteint sa densité maximale. Quelles sont donc, selon vous, les propriétés que cette eau profonde à 4 degrés Celsius pourrait avoir? Nous avons étudié ce qui se passe lorsque l'on modifie la température. Nous n'étions pas sûrs du résultat. Nos expériences se font généralement à température ambiante. Alors un étudiant du laboratoire a décidé d'observer ce qu'il se passe si l'on augmente la température ambiante, puis si l'on la diminue. Nous étions particulièrement curieux de voir ce qui arriverait à la zone d'exclusion. Nous avons découvert qu'en augmentant la température, la zone d'exclusion diminue. Nous n'avons jamais publié ce résultat. Et nous ne nous sommes pas vraiment concentrés sur les raisons de ce phénomène. Mais ce qui était encore plus intéressant, c'est ce qui se passe lorsqu'on réduit la température. Nous avons constaté qu'en abaissant la température, la zone d'exclusion augmente. Et si l'on la diminue encore davantage, elle augmente beaucoup. Et lorsqu'on continue à baisser la température, elle se transforme en glace. Or, la glace possède aussi une structure hexagonale, ce qui n'est donc pas surprenant. Elle devient aussi très dense juste avant la transition vers la glace. Bien sûr, la glace elle-même n'est pas dense, et il y a donc une transition notable entre l'eau EZ et la glace. Je n'ai pas besoin de le décrire en détail, mais cela explique pourquoi la glace est beaucoup moins dense que l'eau. Vous savez, la glace flotte. Nous avons découvert qu'une certaine condition est nécessaire. Si vous voulez transformer l'eau en glace, vous ne pouvez pas le faire directement. Il faut d'abord former de l'eau de zone d'exclusion EZ, puis cette eau EZ se transforme en glace. Et si vous voulez faire fondre la glace, c'est le même processus en sens inverse. Le cristal de glace se transforme en eau EZ, qui finit ensuite par redevenir de l'eau liquide ordinaire. Cela n'explique pas nécessairement pourquoi l'eau au fond de l'océan est de l'eau EZ, mais la densité suggère qu'au fond de l'océan, on devrait s'attendre à y trouver beaucoup d'eau EZ. Je cherche mes mots car je n'ai pas vraiment réfléchi à une réponse précise à votre question, mais j'ai évoqué quelques éléments pertinents à prendre en compte. Et il y a une autre chose qui pourrait être importante. Je pense à voix haute, et je me dis qu'il y a des sources géothermiques au fond des océans qui émettent de la lumière ou de l'énergie infrarouge, laquelle pourrait convertir cette eau en eau EZ. Et si c'est le cas, l'eau EZ a une température plus basse, car les molécules ne bougent pratiquement pas. C'est comme un cristal. Et nous avons en fait mesuré directement que l'eau EZ a effectivement une température plus basse que tout autre type d'eau. Donc, si ces sources géothermiques produisent de l'eau EZ, alors la température effective serait plus basse. Et je pense que cela pourrait expliquer pourquoi l'eau au fond des océans tend à être à environ 4 degrés Celsius. Une température très basse, sans que l'eau ne se transforme en glace, mais associée à la présence d'eau de zone d'exclusion. Vous savez, c'est vraiment une explication incroyable. Merci beaucoup d'avoir évoqué cela, car vous voyez, une partie de nos recherches porte également sur ces sources géothermiques situées au fond de l'océan. Et nous voyons des preuves de l'augmentation de la chaleur provenant du fond océanique. Si cela vous intéresse, nous pouvons vous partager les données les plus récentes. En fait, cette source géothermique et cette chaleur qui vient de l'intérieur ont une influence considérable sur l'océan et apparemment sur ses propriétés. C'est vraiment fascinant. Merci infiniment.
Eh bien, merci pour votre question, bien sûr avec plaisir. Vous m'avez poussé à réfléchir. Merci. Et nous constatons aussi qu'il se passe quelque chose dans l'océan, à l'échelle mondiale. Il devient beaucoup plus chaud, peut-être à cause de l'activité géothermique. Et nous aimerions vous demander, selon vos recherches, comment les changements de pH ou de température influencent-ils les propriétés de l'eau? Puisque nous avons déjà parlé un peu de la température, peut-être pourriez-vous nous parler du pH. Oui, le pH, bon, laissez-moi commencer par une anecdote. Pendant quelques années, lorsque des gens venaient dans mon bureau pour discuter et qu'on en arrivait à parler des charges, du pH, etc., je leur posais la question suivante. Que penseriez-vous si je vous dis qu'un liquide avec un pH bas signifie qu'il contient beaucoup d'hydrogène et donc de protons? Cela veut-il dire que cela a une charge nette ou non? Je ne sais pas quelle serait votre réponse à vous, mais pour résumer, environ la moitié des gens me disaient « Oui, bien sûr ». Puisqu'il y a des H+, un pH bas signifie que l'eau a une charge nette positive. 50% d'autres disaient non. Non, on ne peut pas avoir un verre d'eau avec une charge nette, c'est impossible. Et il donnait l'exemple du HCl. L'ion H+ est équilibré par le Cl-. Donc il n'y a pas de charge nette, c'est juste équilibré. Donc, après avoir interrogé autant de personnes, j'ai constaté que la moitié disent qu'un pH bas implique une charge nette positive et l'autre moitié disent que non. Un pH bas ne signifie pas qu'il y a une charge nette. J'en ai tiré la conclusion que finalement, personne ne comprend vraiment ce qui se passe à ce sujet. Il y a beaucoup de confusion et on n'enseigne pas clairement si un pH bas signifie une charge nette ou non. C'est pareil pour un pH élevé, sauf qu'on parle alors de charge négative. Alors nous avons mené une étude que nous avons publiée. Et la conclusion de cette étude, c'est que si vous avez un pH bas, cela signifie bel et bien qu'il y a une charge nette positive. La corrélation entre les mesures de charge nette et les mesures de pH était pratiquement parfaite. Et inversement pour un pH élevé. Nous avons donc trouvé et publié un article démontrant que le pH est en réalité une mesure de charge. Et vous savez, le pH peut être un concept un peu compliqué à comprendre pour certaines personnes, mais la charge nette, elle, est beaucoup plus facile à saisir. Donc, cela signifie que si vous avez un pH bas, alors le liquide que vous mesurez présente une charge nette positive. Il y a plus de charges positives que de charges négatives. Et c'est l'inverse pour un pH élevé. Nous pensons donc avoir fourni une compréhension plus simple et plus claire de ce que signifie réellement le pH. En ce qui concerne l'eau océarique, si le pH diminue, cela signifie que l'eau contient une concentration accrue d'OZ, car chaque fois que cette OZ se forme, elle rejette des protons. Je ne suis pas sûr que cela réponde précisément à votre question, mais cela fait allusion à un phénomène que je pense être vraiment important à comprendre. Vous avez un liquide, et un liquide n'est pas nécessairement neutre. C'est pareil pour l'océan, il n'est pas obligé d'être neutre. S'il a un pH bas, cela signifie qu'il possède une charge nette positive. Et alors, on peut spéculer sur l'origine de ces charges positives, et je vais le faire. Au fond de l'océan, on trouve de l'eau EZ, eau de zone d'exclusion. Et chaque fois que cette eau EZ se forme, des protons sont libérés, car l'eau passe d'un état neutre à un état plus négatif, ce qui implique nécessairement l'éjection de protons. Donc, si les mesures effectuées près de la surface de l'océan montrent un pH bas, cela pourrait signifier que l'eau EZ qui se forme plus bas, notamment près des sources hydrothermales, libère des protons.
Et si vous mesurez le pH à des niveaux situés au-dessus de ces zones profondes, vous devriez constater une charge nette positive. Bon, je n'en suis pas certain, car je ne connais pas la distribution précise du pH en fonction de la profondeur dans l'océan, mais c'est en tout cas une piste de réflexion intéressante. Vous savez, moi, je pensais plutôt à ça. Par exemple, si on sait qu'il y a aujourd'hui cette acidification des océans, n'est-ce pas? Et si on recrée ce phénomène en laboratoire, si on étudie cet effet, comment la diminution du pH influence la formation de l'OEZ, et aussi ce qui se passe quand le pH augmente. Comme vous le savez mieux que moi, la pollution dans les océans augmente de manière spectaculaire. Les polluants sont des sortes de molécules et beaucoup de ces molécules forment facilement des couches d'OEZ autour d'elles. Donc si on introduit une molécule, disons issue d'un produit pharmaceutique dans l'océan, une zone d'exclusion EZ va se former autour, comme c'est le cas à côté de presque toutes les surfaces hydrophiles. Une fois que cette zone EZ se forme et se développe, elle rejette des protons. Et cela pourrait être la raison de l'acidification. Oui, je comprends. En fait, je réfléchissais plutôt au fait que si on tient compte de ces changements dans l'absorption du CO2, on voit que cette force externe provoque une acidification. Et alors, quel est l'effet de cela? Oui, mais je pense que ça pourrait être l'inverse de ce qui se passe réellement. Ce que j'essaye de comprendre, c'est quelle est la cause de l'acidification. Les conséquences, vous les connaissez bien mieux que moi. Mais moi, je parle ici de la cause initiale de cette acidification. D'accord, je comprends maintenant. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on voit vraiment une pollution massive des océans avec les microplastiques et les nanoplastiques. Et plus les instruments de mesure des scientifiques sont précis, plus ils découvrent de nanoplastiques. Est-ce que ces microplastiques et nanoplastiques pourraient affecter la formation de ces zones d'exclusion? Et quelles pourraient être les conséquences pour l'écosystème, pour les propriétés de l'océan et pour les organismes vivants? Les nanoplastiques, les microplastiques, si leurs surfaces sont hydrophiles. S'ils sont hydrophobes, alors il n'y a aucun effet en ce qui concerne la production d'OEZ. Mais s'ils sont hydrophiles, alors il y a de bonnes chances qu'ils forment de l'OEZ autour d'eux. Et comme je l'ai décrit tout à l'heure, à l'extérieur de la région immédiate d'un micro ou nanoplastique particulier, il y aurait des protons, et ces protons remplissent l'océan et ils sont libres. Ils sont en fait sous forme d'ion hydronium, c'est-à-dire un proton lié à une molécule d'eau, et ils se repoussent mutuellement. Le négatif est lié à la particule, mais les protons positifs sont des ions hydronium. Les ions sont libres, suspendus dans l'eau, et parce qu'ils se repoussent, ils vont se disperser et se répandre essentiellement partout dans l'océan. Et donc, vous savez, je pense que c'est la raison. Cela pourrait être la raison, je ne dis pas que c'est la raison, mais cela pourrait être certainement la raison pour laquelle la pollution cause de plus en plus l'acidification des océans et affecte les êtres vivants qui y vivent. Je suppose que si le pH devient suffisamment bas, il pourrait avoir des problèmes de survie et d'existence. Je n'étudie pas cela, donc ce serait une pure spéculation. Mais à quel point le pH de l'océan peut-il descendre? Je ne pense pas que ce soit plus que 0,1. Donc, je pense que nous travaillons simplement avec un tampon, avec une solution tampon. C'est ça? Vous voulez dire que vos expériences sont effectuées dans la solution tampon ou que c'est l'océan qui est? Non, je veux dire que l'océan est considéré comme une solution tampon.
Donc, et je pense que c'est comme ça que les changements se produisent. Je pense qu'il y a un équilibre bicarbonate-carbonate. Et j'ai toujours considéré l'océan comme, si ce n'était pas des changements extrêmes. Je pensais que c'était environ 0,1 de variation du pH. Eh bien, d'accord. Je peux imaginer cela parce que l'océan est assez vaste. Et donc, si ces charges positives dont je parle sont libres et libérées, elles vont se disperser partout dans l'océan. Ainsi, la concentration de charges positives sera assez faible en raison de cette dispersion. Cela serait donc cohérent avec l'observation d'un changement de pH de seulement 0,1. Quant à savoir si cela a un effet biologique ou non, je ne suis pas sûr. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment votre ouverture. Vous savez, une autre chose intéressante, c'est que je sais que vous avez étudié comment des quantités minimales de substances peuvent affecter les propriétés de l'eau, comme par exemple des quantités homéopathiques de ces substances. Comment cela fonctionne-t-il? Comment cela change-t-il les propriétés de l'eau? Quel est le mécanisme derrière cela? Eh bien oui, c'est quelque chose auquel nous avons réfléchi. Concernant le phénomène homéopathique, ce qui signifie qu'il doit y avoir une sorte de mémoire dans l'eau. Parce que si vous diluez et diluez encore, à un moment donné, ou statistiquement, il ne reste plus que de l'eau. Maintenant, je ne dirais pas que c'est l'expérience originale, mais une expérience portant sur la mémoire de l'eau et les dilutions homéopathiques a été réalisée par un homme nommé Jacques Benveniste. Peut-être connaissez-vous ce nom, et à cause des implications que l'eau pourrait avoir une mémoire, il a essentiellement perdu sa carrière et est mort prématurément. Alors laissez-moi vous parler de son expérience homéopathique. Il a découvert, lorsqu'il étudiait certaines cellules, celles qui sécrètent de l'histamine, elles s'appellent des basophiles. Ce sont les noms de ces cellules. Et il a démontré que si vous exposez ces cellules à certains anticorps, elles sécrètent de l'histamine, une réaction très spécifique. Et quelqu'un est venu et a dit « Hey, je peux vous montrer que je peux diluer ces anticorps » jusqu'à un point où il ne reste plus d'anticorps. C'est simplement de l'eau qui a été exposée aux anticorps et a produit le même résultat. Il a dit que c'était impossible. Mais il a dit, il était un homme très ouvert d'esprit. Il a dit, bien, vous savez, il y a un coin dans le laboratoire parmi 50 personnes qui n'est pas occupé. Montrez-nous. Alors il a fait la démonstration et ils étaient simplement stupéfaits. Ils ont donc approfondi le sujet, ce qui a finalement conduit, je pense, à sa chute. Mais l'essentiel est qu'il doit y avoir une sorte de mémoire dans l'eau de l'original, dans son cas des anticorps originaux. Sinon, cela ne devrait pas fonctionner, car sinon, vous exposez ces cellules à de l'eau pure. Et la sécrétion qui se produit est très spécifique. Alors, il a été intrigué. Et comme je l'ai dit, c'est ce qui a conduit à son rejet par la société scientifique. Mais l'un des problèmes à ce sujet, et l'une des raisons pour lesquelles les gens ne pouvaient pas croire que cela soit possible, est que dans l'eau liquide ordinaire, les molécules rebondissent furieusement et sont désorganisées. Il est difficile d'imaginer que ce genre d'eau puisse stocker une information. Vous savez, alors vous avez un transistor, etc. Et chaque transistor peut être soit activé, soit désactivé comme 0 ou 1. Et c'est la distribution des 0 et des 1, ou de l'allumé et de l'éteint, qui stocke l'information. Donc l'analogie est que peut-être vous avez besoin d'un type d'eau qui possède cette propriété, où les molécules sont régulièrement distribuées sur un ou plusieurs plans. Et l'un des éléments au moins présents dans chaque plan a au moins 2 états différents. Eh bien l'OEZ est exactement comme ça. C'est un plan d'hexagone composé d'oxygène et d'hydrogène.
Et il s'avère que les oxygènes ont 5, pas 2, mais 5 états d'oxydation ou charges différents, ou peu importe comment vous les appelez. Celui que nous connaissons habituellement est de -2. Mais il y a aussi -1, 0, +1 et +2. Ainsi, la couche EZ satisfait aux critères ou imite ce que les mémoires des ordinateurs sont capables de faire. Sauf qu'étant donné que nous traitons à l'échelle atomique plutôt qu'à l'échelle des transistors, la densité d'information pourrait être extrêmement élevée. Donc nous pensons, vous savez, cela reste une hypothèse, qu'un jour, il est possible que les ordinateurs soient de la taille de tête d'épingle si le substrat passe des transistors à l'OEZ. Mais en tout cas, je pense que cela répond à la question que beaucoup de sceptiques se posent à propos de l'homéopathie. Vous savez, les sceptiques diront, eh bien, si vous diluez encore et encore avec de l'eau, au bout du compte, tout ce qu'il reste, c'est de l'eau liquide. Mais ce n'est pas le cas pour l'eau EZ. Et donc, il est possible que, s'il existe de l'eau EZ lorsque vous diluez, puis que vous l'agitez ou la dynamisez, vous ayez de petits amas d'eau EZ parce que vous avez perturbé la structure globale. Ces perturbations, amas, peu importe, il y en a tellement que lorsque vous diluez 10 fois ou 100 fois, l'eau diluée en contiendra. Et ensuite, ils peuvent croître encore et vous diluez encore, et il en aura encore dedans. Donc, on pourrait théoriquement faire un nombre infini de dilutions et avoir encore une certaine, entre guillemets, mémoire, parce que la mémoire pourrait être stockée dans l'eau EZ. Donc, tel est mon point de vue sur ce sujet. Et vous connaissez peut-être, avec votre bagage russe, Alexandre Konovalov. Il a produit les résultats les plus complets que j'ai jamais vus sur ce qui se passe lors de fortes dilutions. Et je suppose que c'est tout ce que je voulais dire à ce sujet. Il a été recteur de l'université de Kazan pendant 11 ans et ses travaux sont en russe et certains aussi en anglais. C'est fascinant. Donc toute personne intéressée par l'homéopathie et le mécanisme qui la sous-tend devrait lire ses travaux. Alors, merci beaucoup. Oui, bien sûr. Et vous savez, puisque vous parliez de la dilution de l'eau et de la mémoire de l'eau, cela m'a un peu rappelé certains articles que j'ai lus il y a environ 20 ans sur les expériences japonaises de Masaru Emoto. Pourriez-vous commenter cela? Est-ce que vous... Eh bien, je connais ces gens. On m'invite tous les 2 ou 3 ans à venir dans leur bureau pour faire une présentation devant différentes personnes. Malheureusement, Masaru Emoto est décédé il y a environ 10 ans et je ne l'ai jamais rencontré. Si vos auditeurs ne connaissent pas ses travaux, il projetait ses intentions sur l'eau, puis il la congelait. Et si ses intentions étaient positives, comme « je t'aime » ou « paix » ou quelque chose de ce genre, alors en observant les cristaux d'eau formés, ils étaient magnifiques. Et s'il émettait des intentions négatives, ils étaient laids. Il faisait la même chose avec la musique. S'il jouait une cantate de Bach, les cristaux étaient beaux et le heavy metal produisait des cristaux laids. Ainsi, ce n'était pas un scientifique, c'était un spiritualiste. Et les scientifiques avaient tendance à rejeter ces idées, surtout quand ils ont appris qu'il projetait ses intentions sur, disons, 50 boîtes de pétri remplies d'eau. Et il les examinait toutes, puis choisissait celles qui avaient les cristaux les plus jolis ou les plus représentatifs pour illustrer ce qu'il voulait montrer. Et il affirmait qu'il n'était pas un scientifique, mais un spiritualiste, donc pour lui c'était acceptable. Mais les scientifiques, eux, ne l'acceptaient pas. Il y a eu une étude menée par un homme nommé Dean Radin
qui a montré qu'en réalité, un public non appliqué pouvait distinguer les images positives des négatives. Statistiquement, cela fonctionnait vraiment. Donc, quoi qu'il en soit, ces travaux sont vraiment fascinants. Et ce que cela implique, c'est qu'il existe une sorte d'énergie qui émane ou bien d'une conscience, ou d'une attention, et que cette énergie se retrouve dans l'eau, que l'eau est d'une certaine manière affectée par cette intention. Je pense que son travail a marqué énormément de gens. Son livre, et le second vient tout juste de sortir, ont eu un grand impact. Mais le premier livre s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires, parce que les gens étaient fascinés. Et aujourd'hui, ces travaux sont prolongés non seulement par le groupe qui existe toujours là-bas, mais aussi par une femme nommée Veda Austin qui fait des expériences similaires, avec une technique légèrement différente. Encore une fois, l'idée est celle de la mémoire de l'eau. Je me souviens, au début de sa carrière, elle est venue chez moi. On s'est assis à la table, dans la cuisine, et elle a mis un récipient d'eau devant moi, en disant « Pensez à quelque chose. Ne me dites pas ce que c'est, mais pensez-y. » Donc, dans ce récipient d'eau, j'ai pensé à une maison. Je ne lui ai rien dit. Elle a pris le récipient et l'a mis au congélateur. 10 minutes plus tard, elle l'a sorti et une fine couche de glace s'était formée à la surface. Et sur cette couche, on pouvait voir un toit. Je veux dire, on pouvait voir quelque chose qui ressemblait à un toit. Et depuis, elle a produit, je ne dirais pas des millions, mais des milliers d'images qui démontrent cela. Par exemple, je crois que sur son site web, elle place soit en dessous, soit au-dessus d'un récipient d'eau, une feuille de papier avec le chiffre 4 écrit dessus. Puis, elle place le récipient au congélateur. Et effectivement, sur la couche de glace, on voit très clairement le chiffre 4 qui apparaît. C'est ce genre d'expérience. Donc oui, Masaru Emoto a été le pionnier reconnu et aussi critiqué par les scientifiques. Mais il se passe quelque chose ici. L'idée que l'intention contienne une forme d'énergie que nous ne comprenons probablement pas et qui crée et qui produit un effet, le domaine de la mémoire de l'eau en est vraiment à ses balbutiements. Personne ne sait. Tout comme, vous savez, il y a 300 ans, ou même 200 ans, si vous parliez d'énergie électromagnétique, les gens vous auraient regardé de travers. De quoi parlez-vous? Je n'ai jamais entendu parler d'un truc pareil. Et puis sont venus Maxwell et d'autres. Il se peut donc qu'il existe une autre forme d'énergie que nous ne connaissons tout simplement pas encore. Et cela existe. Apparemment, cela semble être le cas. C'est un domaine frontalier dans la science qui est aujourd'hui largement ignoré, sauf pour un petit groupe de personnes. J'espère que cela répond à votre question. Oui, merci. Oui, merci beaucoup. C'est un exemple vraiment intéressant et une très bonne question. Donc, en fait, je voulais revenir au sujet de votre intervention TEDx, où vous avez parlé du rôle des charges électriques dans l'atmosphère, notamment dans la formation des nuages, et de la façon dont ces nuages se forment. Pourriez-vous décrire ce processus et partager votre compréhension à ce sujet? Peut-être avez-vous poursuivi vos recherches dans ce domaine? Eh bien, j'ai poursuivi ma réflexion sur ce sujet. Et je pense que cela apparaîtra dans un livre qui doit sortir en mars. Félicitations. C'est intitulé « Charged » et cela traite des charges dans les nuages. Il traite aussi des charges dans d'autres phénomènes. Des phénomènes que nous voyons tous les jours, que nous observons, mais que nous pensons comprendre. Pourtant, si on gratte un peu, même juste une couche sous la surface, on se rend compte que notre explication ne tient pas. Il y a des anomalies, beaucoup d'anomalies. Et donc, je ne parle pas seulement des nuages et de la météo. Dans ce livre, j'essaye réellement de comprendre, à partir des principes de base, comment la météo se produit, comment les nuages se forment
et pourquoi un ouragan peut apparaître, etc., etc. Je parle aussi de la gravitation, que nous pensons tous comprendre, mais tout ne parle pas. Et il y a plus là-dedans que ce que, du moins selon moi, nous pensons savoir. Je traite aussi de la manière dont les oiseaux volent. Vous savez, si je vous demandais comment les oiseaux volent-ils, vous diriez probablement, eh bien ils battent les ailes. Mais il y a certains oiseaux, comme les aigles que je peux voir depuis ma fenêtre, qui battent parfois des ailes, mais la plupart du temps, ils volent parfaitement bien sans battre des ailes. Et ils peuvent voler sur de longues distances sans perdre d'altitude, parfois ils en gagnent même. Ils peuvent voler face au vent, avec le vent ou perpendiculairement au vent. Ça n'a pas d'importance. Cela se produit tous les jours. Donc, il y a quelque chose de plus que le simple battement des ailes. Cela se passe de la même manière avec les voiliers. Il est facile de comprendre comment un voilier avance avec le vent dans le dos. On hisse la voile, elle capte le vent et le bateau avance dans la direction du vent. Mais les voiliers avancent aussi contre le vent. La plupart peuvent naviguer jusqu'à environ 45 degrés sur ce qu'on appelle le vent apparent. Mais les bateaux de course peuvent en réalité s'approcher encore plus de vent jusqu'à 25 ou 30 degrés. Ils sont comme des voiliers sur des patins et ils avancent presque directement face au vent. Donc si vous naviguez sur un de ces bateaux, vous sentez le vent sur votre visage. Ils vont vraiment vite. Atteindre 160 km/h, 100 miles per hour, ce n'est pas exceptionnel. Alors, vous pouvez imaginer, si je souffle fort vers vous, selon tout ce que vous savez en physique, vous vous attendez à reculer, pas à avancer vers moi, si je souffle sur votre visage. Mais dans ce cas, ces bateaux vont dans la direction opposée. Et la question est, comment y parviennent-ils? Je traite aussi de cela dans le livre. Mais les charges sont vraiment d'une grande importance. Et dans la formation des nuages, les charges sont impliquées pratiquement dans tout. Donc, si vous êtes entouré de mauvais temps et d'orages, vous savez que certains nuages sont chargés électriquement. Cela a été découvert il y a longtemps. Mais aujourd'hui, ce n'est plus considéré comme important ou pertinent. Pourtant, les nuages sont réellement chargés. Donc, si vous regardez un nuage, comme celui que je vois en ce moment, la question est, comment se forme-t-il? Que se passe-t-il là-haut? Et ce que nous avons découvert, c'est que les charges y sont essentielles. Un nuage, ce n'est ni un solide ni un liquide, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qui le maintient en l'air? En fait, un nuage est un ensemble de petites gouttelettes. Et ce que nous avons découvert dans nos études, c'est que chacune de ces gouttelettes a une charge nette négative. Mais on s'attendrait à ce que ces gouttelettes se repoussent mutuellement et donc ne forment jamais quelque chose comme un nuage. Pourtant, elles restent ensemble. Et nous avons découvert qu'elles sont en réalité maintenues ensemble par des charges positives intermédiaires. Donc, vous avez deux charges négativement chargées et une charge positive entre les deux, et il s'établit un équilibre lorsque la force attractive de la charge positive est équilibrée par la force répulsive des deux gouttelettes. Elles deviennent alors stables. Et ce n'est pas une idée originale. Elle vient de Richard Feynman, le grand physicien prix Nobel. Il appelait cela des semblables, c'est-à-dire des charges similaires qui, grâce à une charge opposée intermédiaire, veulent se rapprocher. Ils n'ont pas dit que c'est comme cela que les nuages se formaient, mais le principe qu'il a évoqué, selon moi, est à la base de la formation des nuages. Personne ne comprend vraiment comment les nuages se forment ni ce qui se passe réellement. Et je pense que l'idée de Feynman n'est pas seulement pertinente, elle est essentielle pour le comprendre. Vous n'avez donc pas besoin de beaucoup de charges positives, juste quelques-unes à côté de ces gouttelettes négativement chargées, et vous obtenez un nuage. Et bien sûr, si vous avez plus de charges positives, les gouttelettes se rapprocheront. Si vous en avez moins, elles seront plus éloignées. Et c'est la base pour comprendre pourquoi il existe différents types de nuages. Et la question qui vient immédiatement après, c'est pourquoi, vu que ces gouttelettes sont plus lourdes que l'air et qu'elles devraient descendre, ne tombent-elles pas? En effet, les nuages restent généralement en l'air. Pourquoi?
Et je pense que la réponse est que non seulement les nuages sont chargés négativement, mais la Terre aussi. Et donc, ils se repoussent mutuellement. Cela permet aussi de comprendre pourquoi on voit parfois 3 couches de nuages empilées les unes sur les autres, une basse, une moyenne, une haute. Cela dépend de la quantité de charges négatives qu'ils ont et de la force de répulsion exercée par la Terre. Alors, qu'est-ce qui provoque la pluie? Est-ce qu'il y a un petit lutin magique dans le nuage qui appuie sur un interrupteur pour faire tomber la pluie? Non, bien sûr que non. Si le nuage est, disons que les gouttelettes sont en réalité attirées vers la Terre. Si un nuage est assez bas, sa charge va induire une charge opposée à la surface de la Terre, juste en dessous. Et grâce à ces charges opposées, comme la Terre ne peut pas monter, c'est le nuage qui descend. L'induction devient de plus en plus forte, et c'est cela qui attire les gouttelettes de pluie. Il a été démontré que ce n'est pas juste la gravité qui les fait tomber, parce qu'on peut calculer en fonction de leur taille, leur vitesse terminale supposée si elles tombaient simplement. Les mesures ont montré que les gouttelettes descendent jusqu'à 10 fois plus vite que cette vitesse attendue, donc quelque chose les attire vers le bas. Et je pense que c'est simplement la force d'induction qui devient de plus en plus forte à mesure que le nuage descend. Finalement, la force est tellement puissante qu'elle les arrache vers le sol. C'est pour cela qu'on peut avoir des pluies torrentielles. Je pense que je suis allé un peu au-delà de votre question, mais je voulais en parler un peu. Oh, merci beaucoup. C'est vraiment une explication incroyable. Et j'attendrai avec impatience l'annonce de la sortie de votre livre. C'est vraiment, vraiment passionnant. J'attends aussi l'annonce. C'est mon fils, qui est un artiste très talentueux, qui illustre le livre. Et c'est un artiste fantastique. C'est pour ça que le livre The Fourth Phase of Water a reçu autant d'éloges. Ce n'est pas grâce à mes idées ou à mon écriture, mais à cause de ses illustrations extraordinaires. Donc nous pensons que ce sera pour mars. Je suis très enthousiaste à ces sujets. C'est génial. Nous sommes impatients aussi. Félicitations, parce que, vous savez, nous menons une observation holistique de ce qui se passe sur la planète et nous voyons qu'il n'y a pas vraiment d'explication claire à la formation des nuages. Et l'un des phénomènes récents que nous observons, c'est que les nuages se rapprochent de plus en plus de la surface de la Terre et personne ne peut vraiment expliquer pourquoi. Que se passe-t-il ? Ah, vraiment? Il se rapproche? Oui. Et une autre chose, vraiment, vous apportez tellement d'éléments, merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Vous savez, dans notre film sur les océans, nous parlons beaucoup des microplastiques. Et il semble aussi que les microplastiques jouent un rôle crucial dans la nucléation. Ils pourraient également tirer les nuages vers le bas. Mais je pense qu'il y a aussi globalement ces processus électriques, ou disons les processus liés aux charges sur notre planète, qui changent de manière tellement radicale que cela ressemble à une cascade de transformation. Car il y a une augmentation énorme des éclairs, non seulement des éclairs qui descendent vers le sol, mais aussi tous ces phénomènes, comment vous appelez cela, ces sortes d'éclairs rouges étincelants qui partent dans l'espace. Donc tous ces phénomènes de charge, ils changent beaucoup de choses sur notre planète et je pense que votre livre tombe à point nommé. Eh bien, ce que vous dites est nouveau pour moi et très intéressant. Et vous savez, si vous avez une hypothèse cohérente sur ce qui se passe, ce que j'espère faire dans ce livre, alors vous avez une autre base pour comprendre ce qui pourrait se passer. Par exemple, en ce qui concerne la baisse d'altitude des nuages. Et vous dites aussi qu'il y a une augmentation des éclairs ? Absolument. Alors, les charges sont inévitablement liées aux éclairs. Et je pense qu'elles sont aussi fondamentalement liées aux nuages. Donc pour moi, si les nuages descendent, cela peut signifier que la charge négative du nuage augmente. C'est une explication possible. Et je devrais spéculer sur les raisons possibles. Il y a quelques hypothèses, mais les polluants pourraient jouer un rôle critique à cause de la formation d'eau EZ autour d'eux,
et de la séparation des charges qui en résulte. Vous savez, cela offre une opportunité de formuler des hypothèses bien construites qui pourraient être testées. Donc c'est très stimulant pour moi d'entendre cela parce que je n'ai pas vraiment suivi cette histoire. Nous avons dû mener des entretiens avec toutes les personnes que nous pouvions, parce que nous voulions vraiment comprendre ce qui se passe. C'est ça le moteur principal de nos activités. Et ce que nous avons appris, c'est que l'évaporation de l'eau provenant d'un océan en surchauffe entraîne dans l'atmosphère de grandes quantités de particules de nano et microplastiques. Et la plus grande concentration de particules nanoplastiques a été retrouvée non pas dans les champs ou les zones urbaines, mais dans des régions rurales, montagneuses, où il n'y a éventuellement aucune présence humaine. Mais la pluie transporte cette pollution d'origine humaine jusque dans ces régions. Et apparemment, comme il n'y a pas de circulation ou de défrichage de ces zones, ces particules restent en surface. Alors que nous avons commencé à interroger tous les scientifiques, toutes les personnes que nous pouvions, pour savoir comment nous pourrions éventuellement nettoyer l'eau des océans et l'atmosphère, l'une des solutions proposées a été de mettre en œuvre à l'échelle mondiale des générateurs d'eau atmosphérique, c'est-à-dire des machines qui produisent de l'eau à partir de l'humidité de l'air. Et à cause de la surchauffe des océans et de l'atmosphère, il y a une quantité massive d'humidité dans l'air. Donc, de cette manière, non seulement nous pouvons produire assez d'eau pour tout le monde en évitant le dessalement et d'autres sources d'eau pas toujours propres, mais aussi réduire la quantité de particules polluantes dans l'atmosphère. Mais l'une des principales raisons pour lesquelles les générateurs d'eau atmosphérique et leurs systèmes de filtration ne sont pas déployés à l'échelle mondiale, c'est bien sûr parce qu'ils consomment beaucoup d'énergie. Et c'est là que nous arrivons à un point intéressant. Vous avez dit que l'eau est capable de produire de l'électricité. Donc, j'aimerais revenir à ce dont vous avez parlé au départ. Et si vous avez des commentaires à faire sur ce que je viens de dire, n'hésitez pas. Mais j'aimerais aussi savoir comment vous voyez la production d'énergie et comment exactement il est possible d'utiliser l'OEZ comme source d'énergie et comment elle produit cette énergie précisément. Oui, d'accord. Donc votre intervention a en réalité soulevé de nombreuses questions et problématiques, mais permettez-moi de répondre à la dernière, celle sur la production d'énergie. Comme je l'ai décrit dans les premières expériences que nous avons réalisées, avec des particules d'eau et en insérant un gel, un polymère ou une surface biologique, peu importe en réalité, tant que la surface est hydrophile, on observe la formation de l'eau EZ. L'eau EZ est chargée négativement, tandis que la région au-delà est chargée positivement. Donc nous, ou plutôt un de mes étudiants, Kurt Kung, avons placé des électrodes, une du côté négatif, une du côté positif, et il les a connectées à une lampe LED. Il l'a allumée, et voilà, la lampe s'est allumée. Il est donc clair qu'on peut réellement extraire du courant de cette batterie, pour ainsi dire. Ça fonctionne vraiment. La question maintenant est de savoir si cela peut être reproduit à grande échelle. Et nous ne connaissons pas encore la réponse, mais nous pensons que c'est possible. Si cela pouvait être développé à plus grande échelle, on pourrait imaginer que tout ce dont on a besoin, c'est d'eau et de lumière. De l'eau et de l'infrarouge, cela ne puise pas dans les ressources précieuses de la Terre, comme le font par exemple les semi-conducteurs utilisés dans les LED. Juste de l'eau et de l'infrarouge. Et donc, nous pensons que cela pourrait, puisque nous avons déjà une preuve de concept, être développé, testé, pour voir si la quantité d'énergie produite pourrait par exemple alimenter une maison avec pratiquement rien.
juste de l'eau, qui est assez abondante, et de l'énergie infrarouge, elle aussi abondante, voire alimenter une ville. Le monde manque cruellement d'énergie, et cela ne fait qu'empirer. Donc, nous pensons qu'il est possible que cette découverte sur l'OEZ puisse mener, à terme, à une toute nouvelle catégorie de sources d'énergie. Voilà pour ce point. Il y a d'autres sujets que vous avez abordés. Permettez-moi de dire que même si cette première question dont je parlais est décrite en détail dans mon livre The Fourth Phase of Water, peut-être est-ce pour cela qu'il est aussi populaire. Mon nouveau livre, comme je l'ai mentionné plus tôt, traite notamment de la formation des nuages et d'autres phénomènes. Nous avons découvert qu'il existe en fait deux types de charges, négatives et positives, que j'ai évoquées, et elles proviennent de différents aspects de l'évaporation. Principalement, l'évaporation ou la production de ces gouttelettes d'eau vient de l'élévation de grands amas qui se forment à la surface et montent dans l'atmosphère. C'est trop long à expliquer ici, mais tout cela est décrit en détail dans The Fourth Phase. Nous avons observé des phénomènes étonnants qui appuient notre hypothèse selon laquelle de grosses bulles d'eau montent dans l'atmosphère. Et ces bulles pourraient contenir toutes sortes de polluants. C'est une possibilité. Et cela pourrait expliquer pourquoi on retrouve une quantité accrue de polluants dans les nuages. Je n'y avais pas pensé, mais c'est certainement une possibilité. L'autre aspect concerne les protons, des charges positives qui se repoussent les uns les autres et sont donc forcés de s'échapper de l'eau. Et c'est la combinaison de ces protons et de ces grosses bulles qui forment ensemble mes nuages. Je réponds donc à ce que vous avez dit et que je ne savais pas, au sujet de l'augmentation de la quantité de nanoplastiques et de microplastiques dans les nuages. Et je pense qu'elles viennent de là, de l'évaporation, qui ne se fait pas comme le décrivent les manuels scolaires. Les manuels scolaires disent que les molécules d'eau acquièrent une certaine énergie cinétique et potentielle puis sont éjectées hors de l'eau. Ce n'est pas ce que nous avons observé expérimentalement. Et comme je l'ai dit, c'est expliqué dans The Fourth Phase. Donc je pense qu'il y a là une part de vérité. Mais c'est au lecteur d'en juger. J'ai essayé de répondre à quelques-unes des questions que vous avez soulevées. Merci. Eh bien, vous savez, l'une des choses que nous avons remarquées, car nous n'étudions pas seulement l'eau, mais nous essayons aussi de comprendre ce qui se passe à l'échelle globale, c'est qu'il y a de grands changements dans le champ magnétique de notre planète. L'anomalie magnétique de l'Atlantique Sud est en expansion. Nous observons un affaiblissement global du champ magnétique terrestre. Nous constatons également davantage d'aurores étranges, même rouges, plus proches de l'équateur. Ce qui, il y a 10 ans, aurait été considéré comme une blague du 1er avril, mais c'est maintenant une réalité. Et nous observons une zone magnétique anormalement forte dans la région de la Sibérie, qui est justement le point vers lequel le pôle magnétique nord se déplace. Donc, dans ce sens, nous ne pouvons pas ignorer le fait que cela pourrait aussi affecter l'eau. Et peut-être que dans vos recherches, vous pourriez partager avec nous quelque chose sur le champ magnétique et son effet sur l'eau. Oui. Nous avons justement publié il y a quelques années une étude à ce sujet. Si vous insérez un aimant dans une chambre remplie d'eau contenant des microsphères, ces microsphères disparaissent de la zone autour du pôle nord et du pôle sud de l'aimant. Il semble donc que l'OEZ se forme autour de l'aimant, à la fois au pôle nord et au pôle sud. Et des expériences récentes, encore non publiées, montrent qu'une fois que ces zones sont formées, si vous placez un autre aimant à proximité, cela tire la bulle d'eau EZ vers le haut, formant une sorte de structure amorphe. Mais cela montre que tout est maintenu ensemble exactement comme nous nous y attendions. Et vous pouvez même l'étirer. C'est un peu comme un gel. Par exemple, si vous prenez un œuf cru et que vous observez le cytoplasme, ce n'est pas de l'eau, c'est un gel. Et vous pouvez l'étirer. Cette région d'OEZ se comporte exactement de la même façon.
En ce qui concerne la compréhension des champs magnétiques, j'en parle dans le livre à paraître. Je ne suis pas certain de ce que je peux en dire maintenant, car, sans preuves à l'appui, cela pourrait paraître tellement radical, jusqu'à même être vu comme insensé. Mais je dirais simplement que j'avance l'idée selon laquelle les champs magnétiques pourraient en réalité être les mêmes que les champs électriques. Je vais m'arrêter là-dessus. Ceux que cela intéresse peuvent consulter le livre à venir et juger si mes arguments sont cohérents ou non. Je ne sais pas pourquoi le champ magnétique terrestre se déplace avec le temps. On pense souvent qu'il provient du noyau de la Terre, mais personne n'est jamais descendu jusque-là pour vérifier ce qui s'y trouve vraiment. Une autre possibilité est que le champ magnétique de la Terre ne vienne pas de son noyau, mais de courants qui circulent autour de la Terre. Tous ceux qui étudient les phénomènes électriques savent que lorsqu'un courant circule dans un fil, cela génère un champ magnétique autour de ce fil. Eh bien, il est possible que des courants venus de l'espace et se dirigeant vers la Terre soient en fait responsables de la création du champ magnétique terrestre. Bien sûr, cela va à l'encontre de ce que tout le monde croit. Mais encore une fois, si vous souhaitez lire les arguments, veuillez consulter le livre à paraître. Merci beaucoup. Et je pense qu'en réalité, on croit qu'il y a une double influence dans la formation du champ magnétique, à la fois venant de l'intérieur de la Terre, mais aussi de l'atmosphère, qui apporterait une contribution supplémentaire à ce champ magnétique. Je trouve que ce sont des sujets vraiment intéressants que vous soulevez. Vous savez, je voulais vous poser une question. Si vous avez des réflexions à partager sur la façon dont les microplastiques pourraient modifier les propriétés de l'eau, parce que plus nous creusons ce sujet, plus nous découvrons de littérature qui s'y rapporte, notamment concernant les nanoplastiques. Il semble que ceux-ci soient extrêmement nocifs pour les cellules. Ils perturbent vraiment de nombreuses propriétés fondamentales. Et si vous avez des idées sur leur mode d'action et que vous souhaitiez les partager, même plus tard, nous vous en serions très reconnaissants. Cela semble être un domaine encore très peu exploré, mais nous avons l'impression qu'il pourrait s'agir d'un des contributeurs majeurs, non seulement en termes de toxicité, mais aussi de perturbations profondes des propriétés de l'eau. Donc je pense que je voudrais poser une dernière question. Pouvez-vous partager avec nous d'autres réflexions sur les microplastiques et leurs effets? Cela m'intrigue beaucoup. Et je pense que la première étape serait de déterminer si ces micro- ou nanoparticules génèrent des lots EZ autour d'elles. Parce que si c'est le cas, alors inévitablement des protons se forment, ce qui abaisse le pH. Et cela pourrait avoir un effet important. Nous avons déjà étudié et publié des travaux sur divers types de particules qui forment de l'eau EZ autour d'elles. Cela a été publié, mais nous n'avons jamais pu descendre jusqu'aux micro- et nanoparticules, car elles sont difficiles à observer. Mais si des études pouvaient être menées pour voir si elles forment de l'eau EZ, alors on saurait que la formation de l'eau EZ entraîne aussi la libération de protons au-delà de la zone EZ. Et ce serait la première étape pour comprendre les effets, y compris les effets biologiques. D'un point de vue biologique, certaines observations mènent à l'idée que les solides présents dans la cellule possèdent des surfaces de nucléation qui permettent de croître de l'eau EZ. Ce serait naturel si quelque chose de différent des protéines et acides nucléiques naturels se trouve dans la cellule en construction. Cela pourrait générer ou non de l'eau EZ. Et si ces nanoparticules ne génèrent pas de l'eau EZ, alors c'est problématique, car cela signifie qu'autour de chaque nanoparticule, on n'aura pas de l'eau EZ, mais de l'eau liquide ordinaire. Or, la cellule en a besoin, et c'est un autre argument difficile à développer ici. Mais nous avons suffisamment de preuves que chaque cellule est remplie d'eau EZ et que c'est une condition nécessaire à la santé de la cellule. Et si une cellule ne contient pas assez d'eau EZ, elle devient dysfonctionnelle.
D'ailleurs, si cela intéresse quelqu'un, j'ai écrit un article sur le cancer et l'eau dans lequel je soutiens que la raison pour laquelle les cellules cancéreuses sont dysfonctionnelles et se divisent sans arrêt, c'est qu'elles manquent d'OEZ. Elles en manquent cruellement. Donc, c'est un petit détour, mais si certaines des particules que vous observez dans l'océan perturbent la formation d'OEZ, alors cela va affecter la cellule. Celle-ci sera partiellement privée d'OEZ, ce qui impactera sa santé. Tout est interconnecté. On part de l'existence fondamentale de l'OEZ et à partir de là, on peut explorer toutes sortes de directions, biologiques, géophysiques, etc. En ce moment, je travaille sur un livre sur les volcans et les tremblements de terre, et je pense que l'eau est l'agent critique dans ces phénomènes. Encore une fois, c'est trop à expliquer dans une simple interview, mais ce livre sortira plus tard. Je prépare actuellement 4 livres, mais le facteur limitant reste toujours le temps. Oui, merci professeur. Vous savez, je pensais justement que si au fond de l'océan, il y a de l'eau EZ et que les microplastiques perturbent ses propriétés, alors cela pourrait aussi vraiment dérégler l'ensemble des fonctions de l'océan. Absolument. L'océan cherche à rester exempt de contaminants. Et on ne peut jamais vraiment savoir ce que font ces nanoparticules. Il est donc nécessaire de les éliminer. En fait, je peux dire que nous avons développé un filtre pour éliminer les nanoparticules et d'autres agents. Nous avons travaillé dessus et nous avons bien progressé. Il est très simple. Il n'a pas de filtre physique. La séparation se fait parce que l'énergie environnementale produit de l'eau EZ. L'entrée, c'est de l'eau polluée, et à la sortie, nous recueillons de l'eau EZ. Et cette eau est essentiellement exempte de ces polluants. Nous avons bien avancé dans le développement, mais bien sûr, les problèmes de financement sont un frein. Et à Seattle, la journée ne fait que 24 heures. Nous avons seulement un nombre limité de personnes dans le laboratoire. Car le financement pour des choses révolutionnaires est toujours difficile. Nous avons eu la chance de temps en temps d'avoir du soutien et j'espère que cela reviendra bientôt. Mais c'est un facteur limitant. Et ce que vous soulevez est tellement important à étudier et à approfondir. Merci. Merci beaucoup. C'est incroyable. Et cela pourrait être une des choses les plus importantes que l'humanité n'a même pas encore reconnues. Juste parce qu'on n'a même pas pris pleinement conscience de la menace des nanoparticules et des micro- et nanoplastiques. C'est seulement dans les études récentes que nous le voyons, qui ont commencé à être publiées dans les 5 dernières années. Et les données collectées concernent les 5 années précédentes. Et elles deviennent de plus en plus alarmantes. Chaque mois, chaque année, nous voyons qu'elles révèlent quelque chose qui n'était pas considéré comme une menace. Je pensais moi-même que la question des nanoparticules était quelque chose de très récent, mais elle existe probablement depuis de nombreuses années. Nous devrions certainement être conscients de ce problème, parce que, nous devons sauver cette planète. Absolument. Et c'est un excellent message. Vous savez, une dernière question avant de nous séparer, ce serait en fait, selon vous, parmi les propriétés de l'eau, quelle est celle qui vous semble la plus mystérieuse? Quelle est la nature de l'eau qui reste un mystère? Et selon vous, quelle est la propriété de l'eau la plus sous-estimée par la science moderne? Je pense que la propriété la plus sous-estimée, il y en a tellement, c'est que l'eau peut retenir de l'énergie. Vous savez, il y a cet effet de pile dont je parlais. Et vous savez, si vous lisez un manuel, particulièrement ceux qui sont orientés biologiques, ils considèrent l'eau simplement comme le support des molécules plus importantes pour la vie. Mais tout ce que nous avons trouvé indique que non, ce n'est pas vrai. L'eau est absolument centrale pour tout dans la vie, et particulièrement pour l'énergie.
Vous savez, on ne sait pas vraiment d'où vient votre énergie. Si vous connaissez un peu la biologie, vous allez dire « Oh, tout le monde sait que l'énergie provient de l'ATP ». En 1941, un type nommé Lippincott a produit un article montrant que l'énergie qui vous permet de courir un mile vient de l'ATP, qui vient en fin de compte de la nourriture. Mais certaines personnes ne mangent pas, et elles peuvent parfaitement bien faire ce que les autres font. J'ai appris, grâce à quelqu'un qui est un agent central dans tout cela, une femme nommée Jess Mouin, qui vit en Australie. Elle a dit qu'il y a environ 200 000 personnes qui ne mangent pas. D'où leur vient leur énergie? Parce que l'idée, c'est que l'énergie provient de l'énergie chimique qui produit de l'ATP. Et la liaison phosphate à haute énergie dans l'ATP est la source de notre énergie. D'un autre côté, au moins 3 ou 4 articles ont été publiés disant que non, ce n'est pas vrai. L'un d'eux, le premier, était un article que je ne peux pas retrouver, mais j'en ai entendu parler par Gilbert Ling. Il est sorti 1 an après l'article de Lippincott montrant que l'ATP a une haute énergie. Et ces chercheurs ont montré ou suggéré qu'ils avaient fait une erreur de calcul et qu'il n'y a pas de liaison phosphate à haute énergie dans l'ATP. Ensuite, il y a eu d'autres études qui ont observé l'ATP et ont trouvé expérimentalement qu'il n'y avait pas de liaison phosphate à haute énergie, que les liaisons phosphates dans l'ATP étaient comme toutes les autres liaisons phosphates. Il y a donc eu une série d'articles qui remettent cela en question. L'énergie, votre mavienne, peut-elle vraiment provenir de l'ATP? Et cette question nécessite absolument un suivi parce qu'on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Est-ce vraiment l'ATP ou non? Et si ce n'est pas l'ATP, d'où vient l'énergie? Bien, j'ai présenté une possibilité, qu'une partie, peut-être même plus, de l'énergie pourrait provenir de l'énergie électrique dérivée de l'eau. Et l'eau est partout. Donc ce genre d'énergie est partout. Et elle est aussi dans l'océan. Donc, je suppose que ce serait ma remarque finale. Et plus généralement, c'est « ne croyez pas tout ce que vous lisez dans les manuels ». Ma propre vision est que je considérerais un mécanisme dans un manuel comme correct dans n'importe quelle discipline. Physique, chimie, biologie, correct si c'est assez simple et que ça a du sens. Si je peux l'expliquer à une serveuse en 5 phrases simples, alors ok, c'est probablement correct. Si cela nécessite des détours et des hypothèses supplémentaires pour l'expliquer, alors ma première pensée est que c'est probablement faux. Et donc, je n'ai pas de crainte de remettre en question de nombreux aspects de ce que nous considérons comme le savoir des manuels. Mais est-ce juste ou non? Le prochain livre que je prépare traite de la structure de l'atome. Et tout le monde sait, la structure de l'atome, nous savons ce que c'est, même modifié par les effets de la mécanique quantique. Il a un noyau positif et des électrons négatifs sur des couches. Je commence le livre en montrant qu'il y a des défauts fondamentaux dans cette idée, des défauts que même un élève de collège pourrait repérer. Et je vais ensuite suggérer ce qui pourrait être un meilleur modèle de l'atome. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que tout ce que nous pensons savoir, nous ne le savons peut-être pas ou ce n'est peut-être pas vrai. Il y a quelques exceptions, mais je pars de cette hypothèse. Vous pourriez l'appeler l'hypothèse du rasoir d'Occam. Cela doit être simple. Si ce n'est pas simple, alors cela pourrait être problématique. Donc je pense que peut-être... Est-ce un bon endroit pour conclure? Absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour votre ouverture et pour avoir partagé ces incroyables réflexions avec nous. Chers amis et spectateurs, aujourd'hui nous avons eu un invité incroyable, le professeur Gerald Pollack de l'Université de Washington, et nous avons été ravis de vous avoir avec nous. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à cette chaîne et assurez-vous de lire le nouveau livre. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt pour le prochain épisode.